Le 11 septembre 2006, des milliers de gens du monde entier se sont rassemblés à New York. Ils portaient des t-shirts noirs sur lesquels on pouvait lire « Enquêter sur le 11 septembre ». Et sur leurs pancartes, poser des questions, exiger des réponses. Ce jour-là marquait le 5e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Bien que le rapport d'enquête sur le 11 septembre ait été publié 2 ans auparavant, beaucoup d'Américains et de citoyens à travers le monde restaient persuadés que la vérité leur était toujours dissimulée. Pourquoi ? Pourquoi, parmi la population mondiale, le nombre de sceptiques ne cesse-t-il de croître à propos des événements du 11 septembre ? Est-ce une orientation naturelle de craindre le pire de la part du gouvernement des États-Unis ? Ou est-ce un sentiment légitime qui ne peut que croître avec le temps ? Le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre inclut des universitaires, des ingénieurs, des physiciens, des pompiers, des membres des services secrets, et tant d'autres dont les vies ont été brisées depuis cet événement. Étaient-ils tous fous ? Vous ne devriez pas être ici. Vous avez les réponses ? Nous honorons les héros tombés le 11 septembre. Tout comme nous. Non, vous ne le faites pas. Je me sens si mal à l'aise. L'année prochaine, je ne viendrai pas ici. Ou était-ce simplement un groupe de militants dont le but est d'éviter aux États-Unis de connaître des heures encore plus sombres ? Le 11 septembre était-il une attaque surprise contre l'Amérique par 19 terroristes islamistes ? Ou quelque chose de totalement différent ? George Bush vient de vivre une mauvaise journée devant ses compatriotes en tentant de s'expliquer sur les menaces terroristes reçues et ignorées par la Maison-Blanche avant le 11 septembre. Les terroristes avaient prévu de détourner des avions de ligne américains. Ce qui s'est passé ce jour-là a jeté un voile sur toutes les couches de la société américaine. Un des journalistes les plus célèbres du pays a affirmé que la réponse à la soi-disant guerre au terrorisme a créé un climat de censure dans un pays qui se dit celui de la liberté d'expression. Jamais aucune guerre américaine, si petite ou si grande soit-elle, n'a eu un accès à la presse aussi restreint que celle-ci. La croyance qui prédomine fortement est que tant pour le champ politique que pour celui du leadership militaire, ceux qui contrôlent les images contrôleront l'opinion publique. Cela suggère-t-il qu'une personne opérait en interne ? On peut l'assimiler à l'histoire du parrain dans laquelle l'arme avait été introduite dans les toilettes pour hommes. Il y a aussi la possibilité que cela puisse être un coup interne. Il a pu s'agir d'un coup en interne. Ces personnes ont-elles pu profiter d'une aide de l'intérieur ? J'ai examiné encore tout cela ce matin avec d'autres et je peux maintenant affirmer qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui vont dans ce sens. C'est une comparaison obscène qui me fait beaucoup penser à une époque où en Afrique du Sud, on plaçait un pneu enflammé autour du cou des citoyens dissidents. Cette peur qu'on pourrait appeler la peur du collier est comme un manque de patriotisme que l'on porterait autour du cou. Et c'est cette peur qui empêche les journalistes de poser les questions difficiles et qui fait qu'ils continuent d'éluder les vraies questions. Les gens ne devraient pas se mêler de ces affaires. Un pays qui cache quelque chose est un pays qui a peur d'être pris en faute. Et en la matière, l'administration Bush ne peut pas être plus liée à l'Arabie saoudite qu'elle ne l'est déjà. Je connais les vraies questions. Et vous savez, ce n'est pas vraiment le bon moment pour en parler. Le père du président restait avec la famille Ben Laden quand il se rendait en Arabie saoudite. Ça part d'un sentiment patriotique tout au fond de soi. Par le passé, le FBI a pu parfois aggraver les problèmes en les ignorant ou en les niant. Le FBI a intentionnellement et à maintes reprises entravé et obstrué mes tentatives d'enquête à plus grande échelle, qui auraient pu permettre d'identifier et de neutraliser les terroristes. Ils ont réalisé à quel point notre société est maintenant orientée par l'industrie du divertissement. Aux familles et victimes,
du 11 septembre de la part de John Vincent, Barry Carmody et moi-même. Pardon. Et je le dis tranquillement, mais aussi fort que je le peux. J'espère que tout ça va s'arrêter. Les limites ont déjà été franchies. J'en suis horrifié. Le 13 septembre, le gouvernement des États-Unis déclare que des preuves accablantes mènent à l'implication de Ben Laden dans ces attaques. Les talibans proposent alors de livrer Osama Ben Laden si les États-Unis apportent des preuves. Notre position est que si l'Amérique possède des preuves tangibles, elle devrait les présenter. Et c'est seulement à la lumière de ces preuves que nous serions prêts à le juger. Êtes-vous disposé à livrer Oussama Ben Laden aux États-Unis? Sans preuve, non. Le 23 septembre 2001, le secrétaire d'État aura bientôt l'occasion de fournir publiquement des preuves à charge contre le réseau Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Et je pense que nous serons convaincants. mais le jour suivant, la Maison-Blanche faisait déjà marche arrière. Pouvez-vous présenter publiquement des preuves contre Oussama Ben Laden qui puissent être comprises autant par l'Américain moyen que par les gens de par le monde? Comme l'a déclaré le secrétaire d'État Powell, et l'espoir d'aller dans ce sens demeure, nous les apporterons le moment venu. Mais je pense que le peuple américain doit aussi comprendre que ce type d'information ne doit pas toujours être livré à la va-vite, et nos compatriotes semblent d'ailleurs l'accepter. Vous semblez donc demander aux gens de vous faire confiance. Cette information n'a à ce jour toujours pas été transmise au public. Au lieu de les revendiquer, Ben Laden dément toute implication dans ces attaques, et ce, à 3 reprises. Le 13 décembre, le département de la Défense diffuse une vidéo prétendument découverte dans une maison de Jalalabad en Afghanistan. Oussama Ben Laden évoque les attaques avec Khaled al-Harbi. Les principaux médias américains, ainsi que le président George Bush, décriront cette vidéo comme la preuve évidente de sa culpabilité. Mais des instances internationales s'interrogent sur l'authenticité de cette cassette. Le 26 décembre 2001, un représentant taliban déclare avoir assisté à l'enterrement d'Oussama Ben Laden. Le lendemain est diffusée une vidéo qui semble avoir été enregistrée le 19 novembre, dans laquelle Ben Laden se réjouit des attaques mais sans les revendiquer. Une autre vidéo dans laquelle apparaîtra à nouveau Ben Laden ne sera pas diffusée avant le 29 octobre 2004, quelques jours avant l'élection présidentielle américaine. Cette vidéo est décrite comme la preuve de sa responsabilité dans les événements du 11 septembre. Question. Pourquoi des affiches réclamant la capture de Ben Laden ne font-elles pas référence au 11 septembre? Réponse de Rex Tomb, en charge des relations publiques du FBI. Le 11 septembre n'est pas mentionné sur les affiches où il apparaît parce que le FBI n'a pas de preuves solides menant à l'implication de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre, je l'ai donc répété et on m'a répondu « Oui, c'est vrai, le FBI n'a pas de preuves solides de l'implication de Ben Laden dans ces attentats. » Quelles preuves possède-t-il? 2 sacs appartenant à Mohamed Atta, enregistrés à l'aéroport de Portland, mais qui n'ont pas été embarqués sur le vol AA-11 pour Boston. Ils contenaient une vidéo et un manuel de vol d'un Boeing 757, un dictionnaire arabe-anglais, un ordinateur de vol, un Coran et le testament de Mohamed Atta. Pourquoi Atta emporterait-il ses dernières volontés dans un avion qui sera ensuite détruit et ravagé par les flammes? Une voiture louée par Marwan Al-Shei est découverte à l'aéroport Logan de Boston, contenait un manuel de vol en arabe, un laissez-passer pour les zones protégées de l'aéroport et des documents de Hoffman Aviation. La voiture de Nawaf Al-Hazmi, retrouvée à l'aéroport de Dulles à Washington. Elle contenait les instructions de Mohamed Atta, un chèque pour une école de pilotage à Phoenix, 4 dessins représentant une cabine de 757, un couteau et des cartes de Washington et de New York. Le passeport de Satam Al-Soukami, découvert dans les décombres des tours jumelles. Non loin d'ici, un passant vient de trouver un passeport appartenant à l'un des pirates de l'air. Comment un passeport s'échappe-t-il de la poche d'un homme victime d'un crash survenu à plus de 650 km/h, passe à travers 34 000 litres de kérosène en flammes pour être finalement retrouvé intact sur un trottoir 300 mètres plus bas?
Les pièces d'identité de Mahed Moked et de Nawaf al-Hamzi, découvertes dans les ruines du Pentagone, une carte d'identité, le passeport de Saïd al-Ghamdi, le permis de conduire d'Ahmed al-Nami, des photos de passeport et une carte de visite trouvée à Shanksville. La liste s'égrène. Un ex-haut gradé des services secrets fit ce commentaire au New Yorker Magazine. Les pistes laissées l'ont été de manière intentionnelle pour permettre au FBI de lancer sa traque. Ils ont utilisé des centaines de cartes téléphoniques et autres portables, le plus souvent avec des cartes prépayées qui sont difficilement traçables. Ils ont fait en sorte que l'argent qui leur était envoyé pour financer les attaques le soit en petite quantité pour éviter d'être détectés. En petite quantité ? Le lieutenant-général Mahmoud Ahmad, directeur des services secrets pakistanais, l'ISI, aurait transféré $100 000 à Mohamed Atta en août 2001. Ce versement aurait été facilité par Saïd Sheikh, qui est accusé d'avoir kidnappé et assassiné le journaliste du Wall Street Journal, Daniel Pearl, qui enquêtait sur les liens entre l'ISI et les militants islamistes. Et les Pakistanais, si vous avez bien étudié, ont toujours eu des connexions plus ou moins proches avec ceux qu'on a appelés les pirates de l'air d'Al-Qaïda. L'ISI entretient depuis longtemps des relations avec la CIA qui remontent aux années 80 et avec les Moudjahidines afghans qui plus tard se développeront sous le nom d'Al-Qaïda. Je me suis concentré sur les transferts de fonds que le général Mahmoud Ahmad a effectués au profit de Mohamed Atta, juste avant le 11 septembre. C'est un point essentiel car Ahmad rencontrait des personnalités influentes de Washington, le sénateur Bob Graham, Porter Goss, futur directeur de la CIA, le matin du 11 septembre. Et il a entretenu des relations non seulement avec la CIA, mais aussi avec Dick Armitage et Mark Grossman du département d'État. Oui. Êtes-vous au courant des rapports qui indiquent qu'au moment où le patron de l'ISI se trouvait à Washington les 10 et 11 septembre, un virement de $100 000 a été effectué au Pakistan au profit de ces groupes ici même? Et durant ce séjour, vous a-t-il rencontré ou a-t-il vu un membre du gouvernement? Je n'ai pas vu ce rapport et je n'ai jamais rencontré cette personne. Dans la transcription de cette conversation fournie par la Maison-Blanche à la presse, l'information sur l'ISI est censurée. Peu de temps après, Bob Graham et Porter Goss mèneront une enquête conjointe qui affirmera ouvertement que l'administration Bush n'a jamais reçu d'informations de la CIA qui aurait pu prévenir les attentats. La réunion débute à 8 heures, pendant le petit déjeuner au Capitole, et se poursuit quand le vol UA-175 s'encastre dans la tour sud. Lors de sa visite, entamée le 4 septembre, Ahmad s'est aussi entretenu avec le directeur de la CIA, George Tenet. Un mois plus tard, après les rapports du transfert entre lui et Atta, Mahmoud Ahmad démissionne de l'ISI. Le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre conclura qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque apport financier de la part de gouvernements étrangers ou de l'un de leurs officiels. La commission décida non seulement d'éluder l'information, mais aussi de la démentir. À la page 172 de votre premier compte-rendu, vous déclarez, je cite, « Le gouvernement des USA s'est montré incapable de déterminer la provenance de l'argent qui a servi à financer les attaques du 11 septembre. Au bout du compte, la question a peu d'importance. » Fin de citation. Comment pouvez-vous prétendre que la question qui a financé la mort de 3000 Américains le 11 septembre a, je cite, peu d'importance ?